Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de création d'un jeu de plateforme en utilisant le moteur de jeu Godot. La dernière fois, nous nous étions arrêtés et nous avions créé des petits panneaux qui indiquaient certaines choses aux joueurs. Euh, on va relancer ça tout de suite, histoire de vous montrer. Effectivement, on avait ça et ça s'affichait, ça revenait. Aujourd'hui, on va rajouter une nouvelle feature, et cette feature, ça va être ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire, enfin ce dont j'ai déjà parlé, le HUD, soit le Head-Up Display. En gros, l'affichage tête haute, ce qui va permettre d'afficher aux joueurs un ensemble d'informations en haut de la fenêtre de jeu. Au nombre de ces informations, il y aura euh, son score, il y aura le nombre de vies qui lui reste, le nombre de balles qui lui reste et le nombre de bombes qui lui reste. On connectera le nombre de vies, histoire que ça se fasse dans la foulée quand il perd une vie. On verra pour bombe, score et balle quand on aura codé tout simplement les features. Donc on va commencer. Pour ce faire, on va utiliser un node qu'on a déjà utilisé, qui est un node control. Donc on fait une nouvelle scène. On va dire que ça va être une interface utilisateur, donc un contrôle. Et on va l'appeler interface. Cette interface, elle prend la taille de notre fenêtre de jeu, c'est-à-dire 1024 par 600, sauf erreur. 1024 par 600. Très bien. Ça va être, euh, ça va être la base dans laquelle on va mettre notre head. On va rajouter dans les sources, dans les components, on va rajouter un fichier, un dossier. Alors, nouveau dossier qu'on va appeler HUD. Ok. Et celui-là, on va l'enregistrer dedans. Donc src, component, HUD, et on va simplement l'appeler interface. Parfait. Donc ça va être le wrapper, enfin le wrapper, qui va avoir l'intégralité des éléments à l'intérieur. On va jouer à fond sur, comment dire, sur l'héritage. Alors pour ce faire, on va créer euh, une nouvelle, euh, une nouvelle scène. Et ce coup-ci, alors on va pas appeler directement un contrôle, on va utiliser un nouveau node qui s'appelle un 9rect, 9patchrect. Ok, 9patchrect, tout simplement, ça va être une simple image, entre guillemets. Alors, on va lui donner une forme. Donc, ce nightpatchrect, rect, pardon. On va l'appeler, compteur. Counter. Counter dans le sens où ça va être un élément qui va compter des éléments, compter des choses, c'est-à-dire qui va compter les bombes, qui va compter les vies, qui va compter les balles. Ok. On va lui ajouter deux nœuds enfants. Le premier, ça sera un texture rect. Texture rect. Ok. Et le second, ce sera un label. Ok. Donc, on va rajouter pour le counter, on va rajouter un petit élément qui est dans les assets, background, que je viens de rajouter, qui n'est pas du tout là où je voulais. Alors attendez, il faut que je retrouve les éléments. Où est-ce que je les ai mis? Je vais en pause un instant, que je retrouve mes petits. À tout de suite. Et effectivement, je ne l'avais pas mis au bon endroit. Donc, euh, pour le counter, comme vous le voyez, le 9patchrect, en fait, a lui aussi une texture. Donc on va ouvrir la texture, enfin on va importer cette texture ici. On va lui donner une taille, parce que on va lui donner une taille fixe. Déjà les patchings, on va lui donner 8 partout. Je vais donner en fait la taille tout de suite. On va dire que la taille, ça va être, la taille minimum, ça va être 70 sur 32. Ok. Donc on a dit 70 sur 32. La min size, ça sera aussi 70 sur 32.
Ok. Donc ça c'est bon. On a donc cette espèce de background. On va donner, alors, au compteur, on va revenir là. On va revenir à 0. Hop. Comme vous le voyez, la texture est pas... Les bords sont pas terribles. Pour l'améliorer, on va mettre 8 partout. Ah, 8, donc pas 9. Ok. Et on a quelque chose d'un peu plus régulier. Ça c'est un exemple, j'en ferai un second avec un autre type de node, mais voilà, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu deux façons de faire différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, donc j'ai décidé de les inclure tous les deux dans le tuto, parce que tant qu'à faire que j'ai cherché, autant que ça sert. Pour les textures rectes, là pour le coup, on va mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, en position, donc texture recte, la position, je cherche rect, on va la mettre à 38. Ok. Et en size, on va dire 32 sur 32, puisque les icônes que je vais donner, c'est des 32 sur 32. Ok. Donc là, je vais avoir mon icône. Là, je vais avoir mon label. Donc ça, c'est une première chose. Je vais dans mes items. Là, on va prendre la bombe. Ça n'a pas d'importance, en fait, celui que vous allez prendre dans un premier temps. Là, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que... Tac. Importer, pourquoi? J'ai pas la même chose que d'habitude, c'est étrange ça. Là j'ai le filter, donc on va la réimporter. Filter, on réimporte. Indication panel, ça c'est bon, et le with inside. On réimporte. Ok, on a un visuel un petit peu plus sympathique. Pixel art que j'ai fait en m'inspirant d'autres pixel art, mais les couleurs sont de moi. Alors on en était là, on en est maintenant au label. Donc c'est pareil, le label on va le positionner de la même façon. Alors le label, première chose, on va lui donner pour l'instant une valeur A comme ça. On va lui donner une taille de 40, par contre de 32 en hauteur, parfait. Les alignements, on va dire c'est au center et le V-align, donc align c'est align horizontale et V-align alignement vertical. Donc center center, on se retrouve avec ça. Ok, alors attends, on va finir comme ça. Qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'on change la fonte? On pourrait changer la fonte. Label. On va voir si je me souviens comment on fait. On va dans... Je suis bien dans le label. Theme. Ou theme override. Ouais, c'est theme override. New dynamic font. On clique dessus. On va sur font. Font data. Donc là, zut. Font data, on va dans nos assets. Si le monde est bien fait, j'ai quelque chose qui s'appelle font. Et non, je ne les ai pas importés. Donc, 2 petites secondes. Je vais importer ça tout de suite. Ok, j'en ai déjà récupéré une. Je vais la mettre dans le projet, dans l'arborescence. Coller. Ok, donc ça devrait arriver. Vous voyez, fonte. Donc j'en ai choisi une que j'ai choisie sur Google Font, hein, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Donc je la mets là. Comme vous le voyez, elle diffère un petit peu. On va faire quelques petites modifications en settings. On va augmenter sa taille. 32, ça sera parfait. Ouais, peut-être même moins. Ouais, ça c'est bien. Ça marche. Est-ce que j'utilise un filter? Non, on va la laisser telle qu'elle est. Et on a notre scène counter sur laquelle on va venir se nourrir. Enfin, on va venir pour les choses dont on a besoin. Donc la bombe,
la belette et les points de vie, on va faire hériter toutes ces choses de cette scène mère, entre guillemets. Donc on enregistre. Donc on est toujours on va l'appeler compteur. Parfait. Et là, on va faire scène, nouvelle scène héritée. Elle va être héritée de compteur. Ok. Celle-là, on va l'appeler bombe compteur. Bombe compteur. Ok. Bon, pour l'instant, vous pouvez vous dire, c'est pas super utile ce qu'il nous raconte. Oui, mais non. On va faire encore une nouvelle scène héritée. Nouvelle scène héritée. On va toujours l'arrêter de counter. Et là, ce coup-ci, on va l'appeler bullet counter. Bullet counter. On va changer le texture rect. La texture du texture rect. Donc, on va prendre item. Tac. Toujours pas. Je suis pas dans les assets là. Les assets sont là. Item. Donc, bullet. Hop. Qui vient se placer exactement là où je veux. J'enregistre. Bullet counter enregistré. Et on va faire une nouvelle scène héritée, qu'on va hériter toujours de counter. On va changer, donc là, on va l'appeler lives counter. Ok, et j'ai besoin de d'un truc que je n'ai toujours pas ramené. Alors laissez-moi un instant, j'ai dû le mettre dans player, je pense. Vérification, player. Un truc qui doit s'appeler portrait, ouais, c'est ça. Donc on va retourner là, player, CTRL V, portrait. On retourne là. On va, comme d'habitude, réimporter en enlevant le filtre. Et donc maintenant, on est donc dans live counter, très bien. On va changer, on va mettre ça dedans. Oui, alors pas dans le texture rect du coup. Enfin, pas dans le main patch rect, mais dans le texture rect. Et on change ça. Pouf. Et donc là, on est sur live counter. Alors là où ça devient intéressant, c'est que donc ces trois scènes héritent de celle-ci. Ce qui veut dire que si je fais des modifications dans celle-ci, les modifications seront présentes dans tous les enfants. Je vais vous donner un exemple. Là, le label, son texte, c'est un hashtag. Mettons que je mette un point d'interrogation ici. Et bien dans bombe, bullet et live counter, le point d'interrogation a été, enfin le hashtag a été aussi remplacé. Ce qui veut dire que si, pour X ou Y raison, je désire comment dire, redesigner mes compteurs, je n'ai besoin que de le faire une seule fois sur un design générique, sur le design générique, et après je reviendrai dans chacun des éléments pour son design particulier, en l'occurrence ici son icône. Donc voilà une première chose. Maintenant, on va retourner dans l'interface qu'on a fait au tout début, et on va lui instancier un nouveau nœud enfant, et ce coup-ci, ça va être un Edgebox Container. Alors, un Edgebox Container, c'est ni plus ni moins qu'une boîte dans laquelle on va mettre des éléments, et ces éléments vont se comporter d'une certaine façon. Alors, première chose, je vais déplacer mon Edgebox à un certain endroit, et je vais lui donner une forme particulière. Donc on va dans Rect, donc déjà en size, moi je veux qu'elle fasse, alors j'ai déjà fait les maths avant, donc 218 et bien sûr 40, ça c'est bien. Je veux que sa position soit en 790, ok, et en 19, pour la décaler un petit peu. Donc ça c'est fait. Et maintenant à l'intérieur, on va instancier des scènes enfants, et les scènes enfants, ça va être tout simplement, alors on va dire belette, instancier une scène enfant, ça va être bombe, paf, et instancier une scène enfant, ça va être lives. Et comme vous le voyez, dans cette boîte,
les éléments se sont vus, comment dire, rangés de façon automatique avec un petit gap entre chacun des éléments. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on va faire de l'autre côté la même chose. Alors, je pourrais tout à fait instancier à côté de ce hashbox container un nouveau counter que je pourrais appeler score par exemple, ce qu'on va appeler d'ailleurs score, et faire un 9patchRect, sauf que, comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé autre chose qui permet de le faire. Alors, le score counter, on va utiliser, où on va le mettre? On va le mettre là. On l'instanciera après. On va utiliser ce qu'on appelle un panel. Ce panel, on va lui donner, comme tout à l'heure, exactement la même taille. Donc on va dans Rect, on va dans 70, perdu, 70 sur 40, parfait. Et on lui donne la même taille, 70 sur 40 en min size. Ok. Et on va aller dans Theme Override, Style, et on va lui donner un nouveau Style Box Flat. Ok. On reclique dessus, et là, on va lui donner une background color. Alors, je vais récupérer le code exa. Ok. Qui correspond en fait au code exa que j'ai utilisé pour le PNG qu'elle a. Sauf que là, du coup, c'est pas un PNG qu'on va faire, c'est on va directement créer la couleur dans le panel. Donc j'en étais là. CTRL V. Et on se retrouve exactement avec la même couleur et la même transparence. Donc il y a à la fois la couleur et l'alpha. On va lui donner un corner radius qui correspond dans le 9patchRect, ça correspond à ces patch margin pour voir ce petit côté rond. Vous allez voir, c'est beaucoup plus propre avec ça. Elle est où? Elle est où? Le corner radius. Il est là. Corner radius. Ok, on va lui mettre exactement la même chose, c'est-à-dire 8 partout. Ok. On va agrandir. Et vous voyez, c'est beaucoup plus propre là que là. Là, c'est un petit peu plus diffus. Là, c'est beaucoup plus découpé proprement. Ok, donc on a exactement le même rendu, la même taille, le même rendu, la même couleur. C'est fait simplement de deux façons différentes. On va ajouter deux nœuds enfants, qui seront exactement les mêmes que ses cousins, c'est-à-dire un texture rect et un label. Tac. On va mettre d'ailleurs le label en premier. Dans le label, c'est facile, on va lui mettre la même taille, c'est-à-dire... alors, déjà non, on va mettre le texture rect, pardon. Texture rect, on va lui mettre un bag of money. Que voilà, paf. C'est bizarre, je ne l'ai pas réimporté correctement celui-là. Ah non, je ne l'ai pas réimporté. Ok, un petit peu plus propre. Donc ce bag of money, dans le texture rect, on va lui dire que expand est activé. Oui, hop, il prend toute la place. On va juste limiter un petit peu la hauteur. C'est-à-dire que dans le rect, on va dire non pas 40 mais 32. 32 sur 32. Ok, on va déplacer légèrement le rect pour qu'il soit au milieu. Là, c'est pas mal. Ouais, plutôt là en fait. Ok. Et maintenant, dans le score, on va faire un label. Zut. Donc le label, on prend ça pour le déplacer. Donc on a dit qu'on va lui donner une taille, lui aussi. On va lui donner une valeur, pour l'instant ça va être un score à 100 on va dire. On pourrait réimporter tout à fait
la police. On va pas le faire. VA ligne, ok. On va tac, mettre ça au milieu, on est pas mal. Au niveau du rendu, ça donne quoi? Bon, c'est pas mal dans un premier temps. C'est bizarre, ça me paraît pas au milieu exactement. On va peut-être lui modifier un petit peu sa size. Non, c'est pas la size, on est dans le label. Theme override, font. Ah oui, non, je peux pas modifier la fonte si... la fonte d'origine. Ah ben, on va recommencer une. Donc, dynamic font, ok. Je clique. Font, on va remettre celle-là. Paf. Ok, c'est très bien. On va l'augmenter en taille. Settings. Ouais, j'aime bien comme ça, c'est pas mal. 28, 30 peut-être. 30 c'est bien. Et on va le rappeler score counter. Parfait. On retourne dans notre interface. On va instancier une scène enfant. On va l'appeler score counter. Je l'ai mis où? Palette counter, live. Il devrait être au même endroit. Je l'ai sauvegardé. Ou je l'ai pas sauvegardé. Ce qui aide pas à la trouver. Donc enregistrer. On retourne dans l'interface. On instancie une scène enfant. Et on devrait avoir un score counter. Parfait. Donc le score counter, ben, on va le positionner lui aussi, hein, tout simplement. Donc on va le mettre... là on a dû le mettre à 19 si je me souviens bien. C'est ça, 19. On va lui donner... Ah oui, un truc que je ne vous ai pas montré, qui est assez intéressant. Dans affichage, on peut afficher... où est-ce qu'on affiche ça? Non, ça c'est le magnétisme. Voilà, afficher les Z. La grille, on s'en moque. Et quand vous affichez les Z, vous avez ces petits repères qui vous disent à combien vous êtes. C'est assez pratique, ça vous évite de faire des maths. Donc là, je veux les mettre à 20-20. Paf, parfait. D'ailleurs, je pourrais faire exactement la même chose là pour être sûr que mon H-conteneur, il est à la... Mon H-conteneur donc. Ah, le H-conteneur, j'ai pas le même rendu. Ok. Bon. 20. Ok, on va se mettre là. On est pas mal. On va sauvegarder notre interface et nous allons aller dans notre level 1. On va ajouter un nœud enfant. Non, pas un nœud enfant. On va instancier une scène enfant. Perdu. Instancier une scène enfant qui s'appelle interface. Oui, effectivement, mon jeu fait 1024, mais j'ai pas continué ça. Je verrai ça après. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on va faire un petit truc avant. Block tethering. On va faire celui-là, on va continuer ça. Hop. On va faire un petit couloir. CTRL S et on CTRL B. Ce qui veut dire que maintenant, le HUD, alors le HUD est bien présent, mais il n'est pas au bon endroit. Il ne devrait pas être dépendant du mouvement du joueur. Je veux qu'il reste toujours dans cette position, quelle que soit la position relative du joueur. Donc, on va faire quelques petites modifications dans l'interface, justement. Pour ce faire, on va utiliser un nouveau node, je crois qu'on ne l'a pas encore utilisé, celui-là, dans lequel on va mettre l'interface. Donc déjà, on supprime le nœud, et on va instancier un nœud enfant qui est un canvas layer.
canvas, modulate non, canvas layer. Un canvas layer, c'est tout simplement, qu'on va rappeler HUD d'ailleurs, HUD, c'est comme si vous appliquiez un écran au-dessus de votre écran de jeu, et cet écran, il est complètement dissocié de ce qui se passe derrière. C'est comme si vous mettiez une protection à votre écran de téléphone. Il sera toujours là, quel que soit l'endroit où vous êtes sur votre écran de téléphone. Il ne bouge pas. Donc dans ce HUD, dans ce node qu'on a appelé HUD, on va instancier l'interface. Voilà. On sauvegarde, on relance. Et ce coup-ci, quand on bouge, le HUD, lui, reste à sa place, indépendamment du joueur. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que quand on meurt, ou quand on tire, ou quand on pose une bombe, qu'il y ait un décrément qui se fait ici, ou un incrément si on en récupère. Donc il va falloir ajouter un petit peu de logique. Pour ce faire, hop, on va déjà rajouter un script à notre interface. Plutôt qu'à l'interface, on va rajouter ceci directement au HUD. Alors, on va, que je vous dise pas de bêtises, attacher un script qu'on va appeler HUD.gd, oui. Par contre, on va le mettre avec les scripts que voici. On ouvre et on crée. Ok, donc il extingue le fameux canvas layer. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va déclarer quelques variables. Donc var lives, qui sera de type int et qui sera par défaut égal à 6. Ok, on aura des bombs, on aura des bullets, et on aura un score. Tout ça, ça va être égal à 6, et ça va être égal à 0. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Réfléchissons. On va récupérer les labels de chacun des éléments constitutifs. Donc de bomb counter, de bullet counter, de life counter et de score counter. Pour ceci, on va dire onReady. Donc quand tu loads le onReady var, quand tu loads le component, enfin le node en tout cas, on va l'appeler label lives, qui sera égal à on va rappeler le node en fait. Alors, ça on ferme, ça on ferme, ça on ferme. On est dans le HUD, donc on a dit lives, le lives il est là. Hop, donc ça sera égal. Alors on pourrait faire ça comme ça, ou alors basiquement, on va faire ça autrement. On va faire $interface et live counter label. On est directement dessus. Parfait. On va faire la même chose avec tous les autres, c'est-à-dire les bombes, le score et tout. Donc onReady var label bombs, label bombs est égal à, on va regarder la même syntaxe, ça sera plus facile. Donc les label bombs, elles sont, non toujours pas, on va pas faire ça comme ça, je viens de le dire. Donc on va dire interface, les bombs, bombs label, parfait. Donc onReady var label, on va faire les bullets de l'interface, donc bullet label, et onReady var score qui sera égal à de l'interface
décidément. Pourquoi... Ah oui, non, c'est label score que je veux. Parce que j'ai déjà donc le label interface. Et on a dit score. Score, bullet counter, live counter, score counter, label. Ok. Donc on va dire, une fois qu'on a fait tout ça, on va faire une func, ready, void, qui renvoie void, ça c'est parfait. On va dire que label live.text, parce qu'on est sur un label, c'est-à-dire que, donc on va prendre n'importe lequel, bah on va prendre celui-là, un label à un texte. Donc quand on va instancier ce node, plutôt que d'avoir le point d'interrogation qui est dans l'éditeur à l'instant T, enfin quand le jeu n'est pas lancé, on va dire tu vas me changer dynamiquement cette valeur et tu vas me le mettre à à lives. Alors, petite subtilité. Actuellement, je dis que lives c'est un integer, donc un nombre, un chiffre. Et dans un label, on ne peut avoir que du texte. Là, on va faire ce qu'on appelle dans les langages de programmation, hein, pas forcément dans Godot, on va caster la variable dans un autre type. Pour ce faire, Godot nous permet de le faire, il y a une méthode qui le fait, qui s'appelle tout simplement string. Donc vous voyez, string, from, un bool, un int, un float, un vector 2, un rect. Donc on peut transformer tous ces types en type string. Donc on va copier ça pour les bombes, les belettes et le score. Ok, et donc on a dit les bombes, les belettes et le score. Ok, donc ça, c'est une première chose. Ce qui veut dire que si on lance le jeu, on se rend compte que on n'est plus à un point d'interrogation, mais on a bien le chiffre qu'on a mis. Il faudra d'ailleurs revoir un petit peu le placement, parce que c'est pas terrible. Alors justement, on va tout de suite y toucher. Vous allez voir, je vais simplement utiliser counter. C'est bizarre parce que là c'est bien le milieu. Ok, on va le mettre un tout petit peu plus bas. Ok. On va le mettre comme ça, on va dire. Est-ce que c'est mieux? Effectivement, vous avez vu, je l'ai changé simplement dans le node parent et la modification s'est appliquée dans les nodes, dans tous les nodes enfants. Alors celui-là étant un cas particulier puisque c'est pas le même, hein. On l'a fait exprès différemment pour vous montrer. Donc ça c'est bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que lorsque je meurs, le chiffre qui est ici change et se décrémente de moins 1. Enfin, pour ce faire, on va être obligé d'utiliser des signaux. Alors, des signaux, qui c'est qui va nous envoyer l'information du décès? Qui c'est qui gère l'information pour l'instant du décès? C'est le player. C'est le player qui sait quand il touche quelque chose. Alors, c'est le player ou c'est l'ennemi qui nous envoie l'info? Je ne sais même plus. On va vérifier ça tout de suite. Donc instant, ça on s'en moque, ça sert pas ici. Get hurt. Get hurt. Oui, c'est effectivement le player qui sait quand il est touché parce que l'ennemi appelle. Souvenez-vous, on l'avait codé. L'ennemi appelle quand il rentre dans sa zone, dans son area to dit. Si le body qui entre dans sa zone a la fonction getHurt, la méthode getHurt, à ce moment-là, il l'appelle. Et du coup, on revient au player. Le player va affecter son live-1 et il va changer de state. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand le player meurt, on va envoyer un signal.
Le signal, ça veut dire qu'il va falloir qu'on crée un signal spécifique, parce que les signaux que nous, on connaît ne fonctionnent pas. Enfin, le on aira to d, entered, body entered, etc. Ça peut pas fonctionner. Donc, comment on crée un signal? Tout simplement en utilisant un mot-clé, assez simplement, vous allez voir, qu'on va appeler signal. Alors, là, on va nommer notre signal. On va l'appeler damage taken. Et on va lui donner en paramètre les current lives. Non, current... Où est-ce que je l'ai mis? Current lives. Non, c'est lives que j'ai mis. Ok. Donc il prendra en paramètre le lives. Donc là, le signal est créé, mais pour l'instant, il est connecté à rien du tout. Le signal est juste existant, comme si il était présent ici. D'ailleurs, si je fais ça, je ne sais pas si je le vois pas. Attendez, on va vérifier tout de suite, du coup. Effectivement, quand on va dans le node player, qui est ici, on a le signal qu'on vient de créer. Donc ce signal existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que quand le joueur a été touché, donc quand il lance le get hurt, on dit bien, ok, on décrémente la vie de 1, parce que c'est le but. Et une fois qu'on fait ça, à ce moment-là, on va dire tout simplement, tu vas m'émettre un signal, donc tu vas émettre un signal, emit signal. Le signal que je veux que tu émettes, c'est facile, c'est damage taken. Et en paramètre, qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne lives. Ok. Donc là, actuellement, il y a le node player qui, quand il est touché, émet un signal. C'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est comme si vous aviez une antenne radio qui émettait un signal. Par exemple, votre radio préférée, vous allez sur, je sais pas moi, France Musique. Ça émet un signal, mais si de l'autre côté, vous n'avez pas un utilisateur qui met sur la bonne fréquence, il n'y a aucun moyen d'entendre la musique. Ce qui veut dire que on va retourner dans notre script de HUD et on va se connecter. On va se connecter au player. Donc dans la fonction ready, donc on va dire var s pour signal. Là c'est je mets une variable parce que je sais que je ne vais pas l'utiliser. Donc là je lui dis quoi? Il faut que je trouve mon player. Donc on va aller dans getParent. Donc là on est sur le HUD. Ok. Donc le HUD, le parent de HUD c'est level 1. Ok, parfait. Maintenant je veux le getChild. GetChild. Alors je veux quoi comme getChild? Mais je veux pas le 0, je veux le 1. Donc getChild 1 pour aller sur le... Et je dis, connecte-moi sur damage taken. Ok. Alors là, il y a un paramètre à mettre, c'est self. Donc je veux que moi, HUD, je me connecte au signal. Et quand je me suis connecté, je vais lancer quand je reçois le signal, tu vas lancer quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être update lives. Parce qu'en fait, c'est avec les lives qu'on va faire. Ça, ok. Donc ça, c'est bon. Donc quand on instancie le node, on met toutes les valeurs à la valeur d'origine initiale et on se connecte. Alors pourquoi il n'est pas content là? Parce que j'ai fait n'importe quoi. Et on se connecte au player. Parfait. Et donc on va créer notre fameuse fonction updateLives. Donc on dit, donc func updateLive, updateLives, qui prendraplives qui va être les player lives, qui renvoie rien du tout.
void, et on dit quoi? Déjà, on va faire un test. On va dire, je suis dans le HUD lives, pour voir si ça marche. Donc on fait un CTRL B, OK. Donc, j'apparais bien dans le HUD lives. OK. Donc là, maintenant, on dit simplement que lives est égal àplives, le nombre de vies qu'on reçoit depuis le joueur. OK. Et on dit que label lives, .text est égal à toujours string de lives. Normalement, ça devrait fonctionner. On y va. Donc là, je suis bien à 6 en haut. Pouf, je passe à 5. On recommence. Ah, il faut que je... Alors, je viens de me rendre compte d'un bug. C'est que donc là, je meurs. Super. Donc 2. Mais là, je repère une vie parce qu'il rentre dans la zone. Donc c'est un petit bug. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faut revenir dans le player, qui est ici. Quand il die, donc je clamp, je move and slide, je die, il faudrait instancier continue. Il faudrait... bonne question. Il faudrait qu'on ait un... Alors, pas un state. Il faudrait que j'invalide les ARA2D de mon joueur et qu'elle respawn quand le joueur revient à la vie à son checkpoint. On va pas faire ça aujourd'hui, mais voilà, c'est l'idée. Toujours, alors c'est un conseil que je donne, quel que soit le projet que vous faites, testez. Testez, testez, testez et testez encore. Parce que entre l'idée que vous avez, la logique que vous avez en tête et ce qui va réellement se passer, parfois on se rend compte qu'on oublie des choses, on ne pense pas à tout, c'est pas possible de penser à tout. Donc il faut tester, même en faisant des choses qui sont contre-intuitives. Il y a une sorte d'adage en informatique qui dit que il ne faut jamais faire confiance aux entrées de son utilisateur. L'utilisateur va utiliser votre jeu en l'occurrence, mais n'importe quel programme, pas forcément de la façon dont il doit être utilisé. Donc il faut toujours tester, se mettre dans des positions parfois difficiles, pour se rendre compte que le joueur est capable d'avoir un comportement qui n'est pas celui attendu. Et il faut prendre en compte ce côté un petit peu aléatoire pour pouvoir le gérer, sous peine de voir votre programme tout simplement cracher. Voilà pour cet exemple. La prochaine fois, on va gérer... Alors, quelque chose qui m'intéresse, qui m'a mis un petit peu de temps, je vais vous montrer. Actuellement, on a une caméra qui suit le joueur. Ok ? C'est pas le résultat que je veux, in fine. Ce que je veux, c'est que le joueur apparaisse dans un écran. Voilà, donc ça c'est l'écran de 1024 par 600. Et quand il arrive à une extrémité, ou en tout cas à une sortie, que ce soit une sortie horizontale ou verticale, qu'on change complètement d'écran. Et donc qu'à l'intérieur de la fenêtre 1024 par 600, le joueur
il n'y a pas d'interaction de la position du joueur avec la position de la fenêtre générale du jeu, et c'est seulement quand il passe certaines portes, comme un portail d'une certaine façon, qu'on va changer de pièce, on va changer de... Oui, c'est ça, on va changer de tuile, entre guillemets, euh, pour que le joueur puisse... qu'on considère chaque pièce en termes de game design, en termes de level design, chaque pièce doit correspondre à un puzzle, un mini-puzzle. Comment le joueur fait pour à partir de sa position, aller vers la sortie de la pièce. D'accord. Je veux pas que le... Je veux que ça, voilà, je veux que ce soit un enseignement de petits puzzles pour qu'il passe d'une pièce à l'autre. Et ce qui veut dire que je veux aussi que ça se matérialise dans sa façon de voir les différentes pièces. Je veux pas qu'elles apparaissent au fur et à mesure, je veux qu'elles apparaissent d'un bloc. Quand il a résolu, entre guillemets, l'énigme de la pièce, donc là, entre guillemets, l'énigme, c'est éviter les ennemis, par exemple, s'en débarrasser, le cas échéant, s'ils sont sur la route, et s'il n'a pas le choix, faire le tour, etc. Quand il a résolu ce puzzle, il passe à la suite, et on est sur une nouvelle page blanche, entre guillemets. Donc on verra ça la prochaine fois. En attendant, codez bien. Et puis, je vous dis à bientôt.